Oui, bonjour mesdames, messieurs. Je vais aussi faire ma présentation en français comme le précédent orateur, puisque cet après-midi vous aurez un grand nombre de présentations en allemand si j'ai bien compris. Voilà, donc j'ai le plaisir de vous présenter les nouveautés de cette norme qui a été publiée il y a à peu près une année, au mois d'août de l'année passée. Et donc, la principale nouveauté, c'est que jusqu'à l'année passée, la SIA 430 était une recommandation et depuis l'année passée, c'est devenu une norme. La différence des deux choses, c'est que quand toutes les normes SIA sont convenues au niveau du contrat d'entreprise, aujourd'hui, la norme SIA 430 fait également partie des règles à respecter lors de l'exécution des travaux et font partie donc de la convention contractuelle qui a été signée. Précédemment, il fallait spécifier que la recommandation 430 faisait également partie du contrat d'entreprise. Ça n'est plus forcément le cas aujourd'hui si on stipule que toutes les normes SIA sont en vigueur. Voilà, donc ça c'est une différence importante d'un point de vue technique. Aujourd'hui, c'est une norme à part entière, la SIA 430. L'autre différence entre la norme que l'on connaît depuis 1993 et la norme d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, la norme a été donc compartimentée en deux fascicules. L'un des fascicules contient les informations techniques et l'autre est un complément à la SIA 118 qui règle les aspects plutôt de responsabilité entre les différentes parties. La troisième différence, c'est un petit peu le scope ou bien le champ d'application. La norme de 1993 parlait surtout de recyclage, ce qui à l'époque était assez révolutionnaire puisque l'ordonnance technique sur les déchets ne parlait principalement que de mise en décharge et de catégorie de décharge. Et à l'époque, la norme nous incitait déjà à revaloriser ou à valoriser les matériaux et à ne pas les mettre en décharge. C'était pour l'époque tout à fait révolutionnaire. Et au moment de refaire cette norme, nous nous sommes demandé si la nouvelle version de la loi sur les déchets, sur l'ordonnance sur les déchets, était suffisamment complète ou non. Et nous nous sommes dit qu'on pouvait peut-être aller un petit peu plus loin que ce que l'ordonnance prévoyait et surtout d'apporter quelques éléments concernant la réduction de la quantité de déchets. C'est pourquoi la norme actuelle couvre l'entier de la pyramide de la vie d'un déchet qui va de la réutilisation du bâtiment au réemploi de certains éléments de ce bâtiment, ensuite du recyclage des éléments de déconstruction qui auront été traités, jusqu'à la mise en décharge, mais ça c'est naturellement l'aspect le moins intéressant si on veut valoriser les matériaux et conserver les cycles de matériaux. Donc la norme permet non seulement de discuter les différentes étapes qui commencent à la réduction de la quantité de déchets, mais elle permet aussi de fixer des parts de valorisation et de convenir de mesures concrètes qui seront ensuite contrôlées à la fin des travaux pour réduire la quantité de déchets ou améliorer la valorisation. La structure de la norme a été faite selon le canevas de la norme SIA 112 par rapport aux différentes phases de projet. Donc vous connaissez bien la phase 1 qui est la planification, la phase 2, l'étude préliminaire. Je vais élaborer sur ces différentes phases plus tard. L'étude de projet, l'appel d'offres et finalement la réalisation de l'ouvrage. Ce qui est important, ça a déjà été dit, mais le plus grand levier quand il s'agit de déchets, c'est la planification, parce que comme vous le savez, une fois que les travaux ont commencé, il y a la pression des délais, la pression des coûts, et en général, ce n'est pas le moment où on va réfléchir à 36 000 solutions ou options possibles ou solutions qui seront favorables.
on va prendre ce qui va le plus vite et ce qui est le moins cher. Donc, si on veut avoir un impact sur les quantités de déchets et ce qui leur arrive, il est important que tous ces aspects soient tenus en compte au moment de la planification. C'est là qu'on a le plus grand impact ensuite sur ce qui se passe avec ces déchets. Un autre aspect, permettez-moi de relever cela. Donc, d'un côté, nous avons le LED qui est une ordonnance, donc quelque chose qui relève du droit public. Le droit public, c'est quelque chose qui concerne tout le monde, les planificateurs, les entrepreneurs, mais aussi les particuliers, les investisseurs. C'est une loi que tout le monde doit respecter. La SIA 430 fait partie du droit privé, c'est-à-dire que c'est un document qui concerne une convention qui est le contrat d'entreprise, et cette convention, elle est fixée entre l'entrepreneur qui exécute les travaux et le maître d'ouvrage avec son concepteur. Donc, bien distinguer entre ce que l'on doit faire de toute façon, parce que c'est la loi, et ce que l'on peut faire si on le convient entre les différentes parties impliquées dans un chantier. Voilà, donc quelles sont les différentes opportunités qu'offre cette nouvelle norme? Alors, la première, c'est naturellement de pouvoir attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les possibilités de réutilisation d'un bâtiment. Au lieu de le démolir, on peut peut-être le réaffecter en lui apportant quelques transformations. Pour ce faire, un petit exemple, c'est un bâtiment qui est connu dans la branche, dans le site Soulser, qui a été réaffecté. Donc, dans la partie du bas du bâtiment, on a sorti toute la partie production pour y installer des activités de bureau. Et donc, on n'a pas démoli le bâtiment, on l'a simplement réaffecté. Ensuite, on l'a surélevé avec des éléments qui sont issus du réemploi. Ici, on voit le démontage, par exemple, de tôles dans une ancienne imprimerie qui a été démolie. Et ces tôles ont été utilisées comme éléments de façade dans le nouveau bâtiment, enfin dans la surélévation du bâtiment. Et puis, les structures du bâtiment ont été constituées avec des poutres en acier récupérées sur une halle qui a été démolie également dans la région. Et pour finir, le nouveau bâtiment, plus élevé, avait besoin de renforts structurels au niveau de la statique. Donc on a construit des murs en béton armé dans ce bâtiment, et ces murs ont été réalisés avec des matières recyclées de la démolition d'autres bâtiments en béton, avec des ciments à faible teneur en CO2, pour obtenir au final un bâtiment avec un impact minimal au niveau du CO2. Donc, dans ce genre de réflexion, je pense que là, les spécialistes que vous êtes sont en mesure d'apporter des éléments intéressants aux maîtres d'ouvrage en le rendant attentif à toutes ces possibilités qui existent aujourd'hui de réduire l'impact d'un nouveau projet au niveau du CO2 et de réduire aussi de cette manière la quantité de déchets qui autrement retournent dans le cycle par la voie du recyclage ou alors en décharge s'ils ne peuvent pas être utilisés ultérieurement. Donc, au niveau de la réutilisation et du réemploi, il y a des possibilités. Toute réutilisation, tout réemploi d'un bâtiment ou d'éléments du bâtiment demande un diagnostic des polluants préalable, on va le voir ultérieurement, puisque lorsque l'on fait du réemploi ou de la réutilisation, il est important de s'assurer que les polluants qui auront pu être inclus dans le bâtiment précédemment soient éliminés. Nous l'avons entendu ce matin de manière impressionnante par la première présentation au niveau de l'impact que peut avoir l'amiante, mais il y a aussi d'autres polluants que l'on doit éliminer. Il faut donc, si l'on détecte des polluants, établir un plan de retrait de ces polluants avant de pouvoir continuer, que ce soit avec la réutilisation, le réemploi ou même le recyclage ultérieur des matériaux qui seront démolis. Pendant ces travaux, ce n'est pas très compliqué d'identifier les éléments de construction qui pourraient faire l'objet d'un réemploi.
Donc à ce moment-là, c'est une petite chose en fait de créer un petit inventaire, et par contre il faut le proposer au maître d'ouvrage. Il ne sera pas forcément sensibilisé à cette possibilité-là. Donc là, vous avez la possibilité d'étendre un petit peu le spectre de votre offre en justement sensibilisant les maîtres d'ouvrage à ces possibilités-là, voire les architectes aussi qui peuvent être intéressés à également explorer d'autres pistes pour la réalisation du nouveau bâtiment. Ensuite, il faut naturellement qu'il y ait un appel d'offres pour les travaux, donc il faudra quelqu'un qui spécifie bien les différentes étapes à réaliser par les entreprises pour que le projet se passe bien et qu'il n'y ait pas d'accroc pendant l'exécution de ces travaux. Et surtout, à la fin, c'est un élément très important, il y a toujours la réception des travaux, mais cette réception devrait inclure aussi le contrôle de la parfaite décontamination de l'objet ou des bâtiments et surtout de la bonne élimination des déchets qui auront été produits malgré tout. Donc tout ça fera l'objet d'un rapport final qui permettra au maître d'ouvrage de savoir que son argent a été bien investi et qui permettra de documenter la bonne réalisation des travaux. Donc la réduction des déchets commence par une bonne planification. Cette bonne planification demande que l'on se pose des questions sur les possibilités de réemploi ou de réutilisation d'un bâtiment. Les études préliminaires permettent, par le diagnostic polluant, d'avoir une idée de ce qui nous attend en termes de travaux à réaliser avant que le bâtiment soit déconstruit, qu'il y ait de la démolition qui soit faite en partie ou qui soit réaffectée. Et dans l'esprit de l'économie circulaire, c'est intéressant d'identifier aussi les différents éléments qui peuvent être réutilisés, qu'il y ait au moins un inventaire de ces éléments et qu'on se demande aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette réutilisation puisse se faire par la suite, c'est-à-dire comment traiter ces éléments. Ensuite, pour la conception du projet, il est important que toutes les parties en cause connaissent bien aient toutes ces informations, connaissent bien la situation et qu'il y ait des plans de retrait des polluants, un plan de gestion des déchets et, le cas échéant, un plan de réemploi. Ici, il y a des petits points sur la présentation puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de canevas recommandé strict du contenu d'un plan de réemploi, mais c'est un domaine très nouveau qui est en évolution permanente. Et si on fait une petite recherche sur Internet, on trouve des informations qui nous permettent de travailler là-dessus. L'appel d'offres, évidemment, c'est important qu'au niveau de l'appel d'offres, toutes ces informations soient condensées pour créer ensuite des prestations claires et compréhensibles pour les entrepreneurs qui vont faire les prix, pour qu'ils sachent exactement à quoi s'attendre. Et si le maître d'ouvrage décide de faire de la valorisation de certains matériaux ou de la réutilisation de certains éléments, il faut à ce niveau-là que dans l'appel d'offres, ça soit clairement communiqué pour que les prestations à fournir puissent être offertes en toute connaissance de cause. Voilà, et lors de la réalisation, évidemment, c'est là qu'il est important d'aller voir ce qui se passe réellement sur le chantier pour savoir si vraiment toutes les mesures prévues sont appliquées et si les résultats auxquels on s'attendait sont effectivement possibles. Maintenant, le concept de réutilisation, il doit donner des quantités de matériaux à réemployer, fixer des objectifs, et ça, c'est quelque chose que l'on va faire quand on est conseiller. On va le faire d'accord avec le maître d'ouvrage pour lui dire qu'est-ce que tu attends des gens qui vont exécuter les travaux. Et il faut fixer, l'idéal c'est de fixer des objectifs clairs qui feront ensuite partie du contrat d'entreprise. Et à la fin, il s'agira de vérifier si ces objectifs ont été atteints. Pas que l'on soit en situation de payer des prestations qui n'auront pas été fournies.
Voilà, donc un autre exemple de réemploi, c'est le vieux parking de la COP au nord de Bâle, parking camion, qui est un beau bâtiment en béton armé, en éléments qui ont été préfabriqués et ensuite mis en place et bétonnés ensuite sur place. Donc ça n'a pas été possible de les démonter facilement, mais ce sont des éléments standardisés et répétitifs, ce qui permet d'envisager un réemploi dans d'autres projets. Les architectes ensuite reçoivent un catalogue des éléments qui sont démontés en ce moment et qu'ils vont pouvoir réutiliser dans d'autres projets. Sur ce parking, il a été décidé d'enlever les plafonds, les poutres et les piliers, de les inventorier, de les stocker et puis de les mettre à disposition pour de nouveaux projets, principalement de bâtiments d'habitation. Maintenant, on voit ici l'un de ces éléments qui a été découpé dans le bâtiment et l'on voit ces 3 tubes qui sont posés là. Ces 3 tubes sont des carottes qui ont été prises dans les piliers, puisque dans certains piliers, il y avait des tubes en éternite, enfin en amiante ciment. Et donc, avant que ces éléments puissent être réutilisés, il est naturellement important que des polluants qui soient contenus dedans soient d'abord extraits avant la réutilisation de ces éléments. Donc vous voyez qu'il y a un lien très fort entre la réutilisation des éléments et le diagnostic polluant, parce que ça va clairement avoir une grosse influence sur la façon de laquelle les travaux vont se faire, l'ordre dans lequel ces travaux vont se réaliser, pour que ensuite on ait des éléments décontaminés qui vont être ensuite réincorporés dans de nouveaux bâtiments où les gens pourront vivre dans un environnement sain. Voilà, donc là une petite photo qui montre le stockage de ces éléments prêts à être transportés dans le dépôt intermédiaire, d'où ils repartiront vers des nouveaux projets. La ville de Bâle a mis à disposition une assez grande surface pour pouvoir stocker ces éléments. En résumé, donc la SIA 430 dans sa forme actuelle peut être un élément contractuel contraignant si la norme a été inclue dans le contrat d'entreprise. Le contrat d'entreprise peut ainsi contenir des dispositions contraignantes par rapport à la réduction et à la valorisation des déchets. C'est aux ingénieurs de les définir et ensuite de les inclure dans l'appel d'offres. Ça permet d'élargir le champ d'activité des diagnostiqueurs en polluants du bâtiment et bien sûr l'élimination des polluants est une part importante de la démarche de prévention des déchets, puisque si on veut prévenir des déchets, revaloriser des éléments, il faut s'assurer qu'ils ne contiennent pas de polluants, sinon on ne fait que la moitié du travail. Donc les possibilités de conseil sont élargies par cette norme et par la situation qui se présente maintenant avec ces conditions cadres. Je vous remercie pour votre attention et je me réjouis de vos questions.